Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct ce soir depuis nos studios à RLP à Coulommiers-Chamiers avec Sylvie Moreau. Sylvie Moreau, agent de médiation information service, présidente de l'association Thermoutis, association reconnue d'utilité publique, protection sociale de l'enfance et des parents, et qui présentera le travail fait en association pour devenir médiateur auprès des ASE. Alors pourquoi c'est important ? C'est important parce que d'après l'adresse, la Dordogne en 2010 avait 930 enfants accueillis par l'ASE. En 2022, ce nombre a augmenté de 90% pour arriver à 1771. C'est une explosion. Nous avons battu les records nationaux, mais c'est un phénomène qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire malheureusement et non pas uniquement chez nous, avec, vous l'avez tous vu notamment, durant la campagne électorale, durant nos différentes réunions, la publication de l'ouvrage « Propositions pour la protection de l'enfance et la famille ». Et même si ici il y a une juge là qui a fait des gros dégâts et qui est partie il y a un an sous d'autres cieux faire autre chose, voilà, elle reviendra parce qu'elle aura plus de maturité, qu'elle saura ce que c'est que faire un enfant et que gérer une famille, et donc peut-être qu'elle placera un peu moins ceux des autres. Voilà, donc on va parler de tout ceci ce soir avec Sylvie Moreau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu nous voir depuis loin, parce que depuis Angers spécialement pour nous, pour vous, pour les auditeurs. Merci pour l'invitation. Alors, Sylvie Moreau, on arrive tout de suite, on vient vous voir, on vous dit vous êtes médiatrice ASE. Et là vous dites non, je suis agent de médiation information service. Oui, je suis agent de médiation information service, donc spécialisé dans le domaine de la protection de l'enfance et du médico-social. Donc je suis la seule pour le moment sur l'ensemble du territoire. Donc en effet, j'ai un rôle et une mission particulière, je dirais. Je n'ai pas la même fonction qu'un médiateur. Donc moi, je fais de l'accompagnement global des familles dès qu'elles sont convoquées, en fin de compte, par la CRIP, donc la cellule de recueil d'informations préoccupantes, ou après, quand malheureusement les enfants sont déjà placés. D'accord. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que vous n'êtes pas là sur un malentendu, mais vous êtes là sur un diplôme qui a été mis en place, que vous avez passé et qui a été ensuite annulé, ce qui fait qu'en fait vous êtes la seule titulaire. Oui, moi j'ai passé mon titre professionnel, enfin mon diplôme en 2017, et sur 13 personnes qui ont fait partie de cette formation, j'étais la seule à continuer. Et moi, c'est vrai que j'avais tout orienté le projet vers la protection de l'enfance. D'accord. Parce que voilà, j'ai été concernée il y a 12 ans. Et c'est vrai que je voulais vraiment que les choses se mettent en place, les choses changent pour toutes les familles, avec ou sans handicap, puisque tout le monde est concerné. Ah oui, non, ça, on n'en parle pas forcément assez, mais avoir un enfant handicapé aujourd'hui, c'est aussi ouvrir la porte aux sociaux. Oui, c'est pour toute situation, que ce soit un parent séparé, que ce soit un parent qui a un problème de santé, un parent monoparental, tout le monde peut être concerné et ça peut toucher toutes les classes socio-culturelles, socio-professionnelles. Alors, ce que je voudrais comprendre, ce que je voudrais aussi réussir à faire comprendre, c'est en quoi ce diplôme, cette habilitation que vous avez, vous, de manière quasiment unique, qu'est-ce qu'elle vous apporte de plus par rapport aux autres ? Écoutez, c'est que moi, je peux ouvrir toutes les portes des institutions. Je peux accompagner les familles. Donc, quand je dis les familles, ça peut être un papa, une maman, des grands-parents, même les enfants, puisque les enfants ont le droit d'être accompagnés par une personne de leur choix, donc représentant ou non une association. Donc, quand je dis accompagnement global, c'est préparer les rendez-vous institutionnels, puisque moi, je suis souvent présente à tous les rendez-vous institutionnels pour toutes les familles qui ont une mesure d'assistance éducative ou qui sont concernées par un signalement auprès de la CRIP. D'accord. Je peux aller dans les écoles, je peux aller dans les CMP, je peux aller dans les foyers, je peux aller partout. Je peux aller à la gendarmerie, au commissariat. Dans les audiences, les audiences, oui. Depuis 2018, en fin de compte, j'ai 3 départements qui ont accepté ma présence. D'accord. Oui, ça a été validé par des magistrats. Et bon, forcément, il fallait l'avis des services et des avocats quand les parents sont séparés. Donc, mais c'était plutôt... ma présence a été perçue de manière positive. Et moi, je pouvais apporter un autre regard sur la situation, ayant accompagné les parents au rendez-vous institutionnel. Alors, ça fait combien de temps que vous exercez ou que vous êtes dans ce monde de la protection de l'enfance, l'assistance éducative, du placement, etc. Écoutez, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que je suis sur le terrain. J'ai fait plus de 10 ans de bénévolat.
Et à un moment donné, on m'a dit il faut professionnaliser. Donc suite à ce diplôme que j'ai eu en 2017, j'ai continué à travailler bénévolement, à me déplacer sur toute la France avec ma voiture personnelle qui arrive à 750 000 km. C'était important de le dire parce que voilà, c'est ma voiture, j'ai pas de voiture de fonction payée par qui que ce soit. Et voilà, par tous les temps, en fin de compte, je suis sur la route, de jour, de nuit, enfin voilà, des horaires en décalé total, mais c'est important pour les familles. Donc, oui, je vais pas trop m'éparpiller. Mais 11 ans, en fait, vous avez une visibilité sur combien d'histoires, combien de personnes? Alors, c'est énorme. Je ne sais pas si on peut vraiment chiffrer, mais on est à plus de 200 et quelques familles. Bon, moi, je peux dire que j'ai une visibilité directe sur plusieurs dizaines de dossiers et d'histoires et indirecte sur plusieurs centaines. Voilà. Oui. Donc, vous dites, vous êtes à plusieurs centaines de... Donc, vous avez une connaissance de l'environnement, de l'écosystème, vous pouvez en parler. Oui, parce que je suis toujours sur le terrain, donc sur du concret. D'accord, donc on n'est pas dans le fait aussi. On ne part pas d'un cas particulier. Alors, moi, j'ai été concernée, je l'ai vécu. Oui. Et même si je ne suis pas là pour parler de mon histoire. Non, mais beaucoup de gens, en fait, partent d'un cas particulier, en font des généralités, et après, font une histoire, et tentent d'en déduire des règles. C'est mieux d'avoir une visibilité sur un grand nombre de cas et de dossiers pour pouvoir, effectivement, appréhender l'environnement. C'est mieux que de partir sur un cas particulier. Oui, bien sûr. D'accord. Et là, en effet, c'est un travail après d'équipe, puisque maintenant, au fil des années, j'ai pu rencontrer des professionnels engagés, donc des éducateurs qui exercent en libéral, des professionnels maintenant qui sont à la retraite, dont justement Jean-Louis en fait partie, puisque voilà, c'est aussi mon formateur pour continuer à aller encore plus loin dans les actions. Rien ne dit qu'on ne fera pas un enregistrement après l'émission pour faire un deuxième shot rediffusé plus tard. Vous voyez, c'est pas... D'accord, ok, merci. Merci. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est possible, quoi. Oui, c'est juste que le téléphone ne peut pas en même temps diffuser et enregistrer, et visiblement, pour faire l'insert de la ligne fixe, on a eu un souci. On se rattrapera, Jean-Louis. Si tu nous entends, reste ici une petite demi-heure, peut-être que ton téléphone va ressonner, c'est possible. Par contre, comment on devient Sylvie Moreau? Comment on consacre 11 ans de sa vie à cette cause? C'est un engagement. C'est un engagement Pourquoi? pour tous. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, très brièvement, moi j'ai été concernée il y a 12 ans. Et quand j'ai vu ce que j'ai vécu avec ma fille, ce que nous avons subi, je me suis dit, moi je ne peux pas rester... Enfin, on a toujours le choix, soit de baisser les bras, soit de se battre pour nos enfants. Mais vous tenez longtemps, parce que généralement c'est 3-4 ans. Non, mais moi ce sera jusqu'à temps que ça change. Jusqu'à temps que ça change pour tous, parce que c'est vraiment horrifiant, et c'est de pire en pire, puisque même si moi il y a 12 ans, mais finalement rien n'a changé. C'est toujours les mêmes processus, les mêmes agissements des services, des institutions, hormis heureusement quelques personnes engagées qui se manifestent et qui se font entendre. Voilà, récemment aussi, j'ai échangé avec un professionnel qui me dit « Non, moi, je veux plus travailler comme ça, je veux vraiment travailler autrement, comme je l'entends, mais dans l'intérêt des enfants, des familles, et dans la réalité des faits et de ce qu'ils vivent. » Mais il y a plein de gens de bonne volonté, en fait. C'est juste que collectivement, on n'arrive pas à faire comme il faut. Voilà, il faut mobiliser, sensibiliser et regrouper. Donc moi, j'ai réussi, là récemment, grâce aussi à Madame Blin, donc Madame la députée du Maine-et-Loire, qui est très engagée à nos côtés, qui est la vice-présidente de la nouvelle commission d'enquête. D'accord. Qui nous a invités, donc on s'est retrouvés à l'Assemblée nationale. Et là, j'avais pu inviter des éducateurs qui travaillent en libéral de différents secteurs géographiques. Il faudrait faire passer mon ouvrage, si jamais elle le veut bien. Écoutez, avec plaisir. J'ai invité également des avocates avec qui je travaille sur différents départements, puisque nous avons les mêmes méthodologies de travail concernant les mesures d'assistance éducative, donc d'accompagnement des familles, de la défense des familles aussi, et des familles que j'accompagne ou que j'ai accompagnées, qui ont pu récupérer leurs enfants, étaient présents à l'Assemblée nationale. Et chaque témoignage était plutôt poignant. Et concernant les professionnels qui exercent en libéral, en fin de compte, les regards croisés des uns et des autres, même sans se connaître, on fait les mêmes constats de terrain. Oui, tout à fait. On en parle de plus en plus, et moi, c'est ma 5e saison d'ici, depuis sur RLP, où j'effectue cette analyse de la famille occidentale contemporaine, en fait, avec plusieurs parties, de la psychologie, la gestion des divorces, l'éducatif, de la sociologie, des sciences humaines. Mais le phénomène des placements prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'envergure, et de plus en plus de gens qui en parlent, et ça devient prégnant, et il faut s'y intéresser. Alors, vous dites qu'il y a des schémas qu'on peut revoir. Alors, allez-y, dites-nous, qu'est-ce que vous avez observé, vous, et qu'est-ce que vous proposez aux gens? Alors, qu'est-ce que j'ai observé? C'est que les familles, déjà, quand elles sont convoquées pour un rendez-vous, pour un entretien, elles ne savent même pas de quoi il ressort.
elles ne savent pas non plus les motifs, les objectifs de ce rendez-vous. Donc, soit on parle par rapport à la CRIP, donc la cellule de recueil d'informations préoccupantes, où je peux intervenir en fonction des appels et des demandes des familles, en fonction de là où elles en sont rendues dans leur situation, et malheureusement, je dirais. Là, ça permet déjà d'avoir une écoute attentive. Moi, je prends des notes, puisque voilà, c'est ma fonction d'agent de médiation, et après, je fais des comptes rendus qui vont servir pour apporter des éléments factuels, des éléments complémentaires pour les avocats, en fin de compte, qui sont présents pour défendre les parents. Vous avez accès aux documents super secrets, gérés par les départements, cachés dans les coffres-forts, derrière les stabilos noirs, tout ça. Vous arrivez à les voir, là ? Alors, moi, déjà, je questionne les services, même si les services, en fin de compte, essaient déjà, au tout début, de dire « Non, Madame Moreau, vous ne pourrez pas être présente au rendez-vous. Vous savez, il y a la confidentialité. » Ça, j'y ai le droit quasiment à chaque fois. D'accord. Maintenant, je rappelle, alors je ne suis pas avocate, je ne suis pas magistrate, mais je rappelle quand même les articles concernant les droits des familles. Donc, le droit d'être accompagné par une personne de son choix, représentant ou non une association. Donc, moi, j'interviens en tant que professionnelle, exerçant en libéral depuis maintenant, comme je vous dis, quelques années. Et là, je leur rappelle l'article. Alors déjà, il y a un changement de tête. Il y a un changement des professionnels, en fin de compte, d'attitude aussi, de posture. Et une fois que j'ai bien insisté sur ces articles, on me laisse rentrer. Par contre, on me dit, voilà, il y a un cadre à respecter. Donc, on me dit, bon, Madame Moreau, vous allez vous asseoir. Alors, vous voyez, en plus, on me donne des ordres sur certains départements. Ils aiment bien faire que ça. Je ne citerai pas, mais bon, ça ne m'impressionne pas, surtout après toutes ces années sur le terrain. Et ils l'ayant vécu. On voit des jeunes arriver avec plein de convictions qui donnent des ordres aux autres. Oui, c'est insupportable. Donc voilà, on me dit vous allez vous asseoir, vous n'aurez pas le droit de prendre la parole. Et c'est nous qui, en fin de compte, donnons les règles. Voilà. Et la personne se met en bout de table, et comme si, je sais pas, j'étais un intrus, enfin quelqu'un. Ils n'ont pas l'habitude. Non, ils n'ont pas l'habitude, parce que très souvent, on me dit, mais écoutez, c'est la première fois qu'un parent va être accompagné et demande à être accompagné. Je dis, par contre, ce sera sans doute pas la dernière, puisque cet article, il doit être respecté par tous et partout, et pour toute mesure d'assistance éducative. Puisque les parents, ils ont droit, même les enfants, d'être accompagnés partout où ils vont, où ils ont un rendez-vous, ce qui permet aussi, ça apporte un soutien quand même déjà aussi aux parents. Ça permet de faire changer les pratiques des services, qui puissent aussi respecter les droits, les dispositions légales, parce que c'est important. Et de là, en fin de compte, en fonction du rendez-vous et normalement de l'objectif qu'on est censé aussi savoir, ou déjà les parents sont censés le savoir, pourquoi ils sont convoqués. Moi, au fil du temps, quand même, j'interviens, même si au départ, on me dit non, on vous a dit de ne pas prendre la parole. Mais moi, j'ai aucun cadre à avoir ou d'ordre de qui que ce soit. Donc là, en fin de compte, si, je sais pas, l'enfant, par exemple, il est déjà placé, ils sont censés mettre en place un PPE, vous voyez, le projet pour l'enfant. Ou après, s'il y a une audience qui est prévue, ils sont censés lire les rapports, les préconisations aux familles. Parce que très souvent, ce n'est pas fait. Et en plus, les familles ne connaissent pas forcément leurs droits. Même s'il y a de plus en plus de communication faite. Non, on ne sait pas. Les gens ne savent pas. D'ailleurs, les réseaux sociaux fourmillent de demandes. Comment est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les lois ? Quels sont les usages ? Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? Ils ont vraiment le droit de faire ça ? Donc, les gens ne savent pas. Il n'y a pas de... Je pense que c'est une matière où, effectivement, les méthodologies, les règles n'ont pas encore été écrites. L'assistance éducative, je pense que on a un code pénal, on a un code civil, mais on n'a pas encore écrit la méthodologie d'intervention auprès de l'enfant. Donc on est beaucoup dans les processus individuels. Il n'y a pas de généralisation, de globalisation au niveau national. Donc il y a beaucoup aussi d'us et coutumes qui vont changer suivant les départements. Et puis il y a surtout des parents, donc des usagers du système judiciaire ou judiciaire-social, qui se demandent vraiment comment ça se passe et qui ne comprennent pas grand-chose. Oui, et ça peut toucher, comme je le disais tout à l'heure, des classes socio-culturelles, socio-professionnelles. Alors, quand il y a en plus le barrage de la langue, on est quand même face à un jargon institutionnel. Donc, moi, je vais faire de la reformulation, je vais intervenir pour dire, voilà, vous avez le droit de, ou il serait préférable de, et je vais fluidifier l'échange, en fin de compte, tout le long du rendez-vous institutionnel. Et franchement, ça fait changer la posture déjà des professionnels. Ils vont plus respecter les parents, parce que très souvent, les parents sont maltraités. Ils sont même rabaissés, ils sont jugés, et ça, il faut que ça cesse. Il faut que vraiment, il y ait des formations continues qui soient faites au niveau de chaque professionnel qui intervient dans le domaine de l'assistance éducative, donc quand les enfants sont placés ou risquent de l'être. Parce que si on prend au niveau de la CRIP,
vous avez des évaluateurs. Alors, moi, j'ai souvent affaire à eux, puisque j'interviens aussi quand il y a des évaluations au domicile des familles. D'accord. Et là, c'est très surprenant. Moi, on me demande ma carte professionnelle, on me demande qui je suis, ce que je fais et ce que je compte faire. D'accord. Alors, moi, je renvoie à la même question. Est-ce que vous avez une carte professionnelle ? Ah, non, il n'y en a pas. Vous avez qu'à regarder notre mail. Ah bah non, attendez, désolé, mais une carte professionnelle, c'est pas un mail. Après, un évaluateur, il doit y avoir une autre fonction derrière qui correspond. Donc, soit vous êtes assistante sociale, soit vous pouvez être éducatrice, ou soit psychologue, ou médecin de PMI, ou infirmière. Et là, il n'y a aucune transparence, en fin de compte, sur la fonction de ces personnes. Vous voyez, moi, je vais avoir le droit à toutes les questions possibles parce que je vais intervenir dans la situation, je vais accompagner le parent, je vais aider aussi, si besoin, le parent, ou essayer aussi d'orienter, conseiller. Et là, les services, ils n'ont pas du tout cette fonction, en fin de compte. Vous voyez, si là, normalement, ils interviennent pour aider, on se rend compte que c'est tout le contraire. Oui, ça c'est un gros souci. Alors vous évoquez deux grands thèmes que l'on aborde très souvent, nous. C'est que premièrement, nous avons besoin de renforcer et de professionnaliser tout ce qui est détection, parce que très souvent, ce sont les administratifs, ce sont les assistantes sociales. Il faudrait mélanger à ces gens-là des gens en fin de carrière qui ont travaillé dans les foyers, y compris des policiers. Je pense qu'il faut brasser les intervenants parce qu'ils ne se connaissent pas les uns les autres. Des regards croisés et en fin de compte... Et ce ne sont pas des administratifs qui viennent juger, surtout qu'on ne sait même pas s'ils ont eu des enfants, s'ils savent vraiment dans quoi ils envoient les gens, etc. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est cette espèce de présomption de culpabilité qu'on peut avoir, parce que moi, je vais dire aux gens, vous ne rêvez pas, c'est pas un film. Si un jour, il y a un voisin qui fait un truc en disant « il y a un machin qui n'est pas normal », une infirmière qui est un peu énervée à l'hôpital, une institutrice qui ne vous aime pas, c'est l'enfer. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros d'avocats, et puis vos enfants, ils sont vraiment en danger, en fait, quand ça s'emballe. En fin de compte, dès le signalement, la machine s'emballe très vite. Vous voyez, vous utilisez tout à fait le bon terme. Et dès le signalement, finalement, il faut agir très vite. Et c'est là où les parents, comme ils ne sont pas informés de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils ont le droit de faire, et c'est là où il y a du temps qui s'écoule. Et ils ne se rendent pas compte que c'est possible, et après, quand ils se rendent compte, c'est presque trop tard. C'est ça, parce qu'en fin de compte, ça va très très vite. Et là, en fin de compte, les familles ne savent pas ne connaissent pas leurs droits. Donc déjà, le droit d'avoir un avocat, mais je dirais spécialisé dans le domaine de l'assistance éducative, parce que c'est une matière bien particulière. Parce que quand vous êtes avocat spécialisé dans le droit de la famille, mais plus pour les divorces, ce n'est pas la même chose. Non, le divorce est un point d'entrée dans ceci, mais ce n'est pas une finalité. D'ailleurs, nous, on demande la refonte du métier d'avocat en un métier spécifique et caractéristique, parce qu'on ne gère pas une assistance éducative à un enfant de la même manière qu'une palette de boîtes de conserve ou un problème au tribunal du commerce. Tout à fait d'accord avec vous. Donc, en effet, il y a des équipes. Moi, j'ai des avocats que je connais, avec qui je travaille. Il faut les payer en plus. Voilà, il y a un coût financier qui est énorme. Et moi, il y a des parents qui me disent « Ah oui, mais on est prêt à tout pour sortir nos enfants, les récupérer. » Je dis « Oui, mais attendez, là, il y a d'autres possibilités aussi. Parce qu'on peut faire vous pouvez économiser et éviter de vous endetter en vous faisant aider, mais autrement. » Oui, parce que cet argent n'est pas déduit des déclarations d'impôts, des calculs CAF et autres. Donc, ce sont nos économies personnelles, les économies personnelles des gens, les dépenses de loisirs, jusqu'au moment où ils finissent à l'AJ, aux minima sociaux. Et là, c'est une machine à appauvrir les gens aussi. Oui, parce qu'en plus, les parents, en plus de tout ça, vont perdre les allocations familiales alors qu'on va leur demander de payer les vêtures des enfants. Les produits d'hygiène pour certains, on va leur demander de payer le coiffeur, même la scolarité, les frais de cantine. Sauf qu'il y a des budgets qui sont attribués au département, qui sont attribués à chaque structure et qui doivent prendre en considération la prise en charge totale de l'enfant. 9 milliards d'euros en France en 2023. C'est énorme. Nous, sur notre département, sans le citer, les subventions étaient déjà avec un montant très élevé, en plus, qui avait été quand même notifié par la Cour des comptes. Et là, il n'y en a encore pas assez, sauf que je pense qu'il y a quand même une problématique. Ce n'est pas que des problèmes de moyens financiers, c'est que c'est aussi mal distribué. Et là où il y a besoin, en fin de compte, après, il n'y a pas de contrôle d'effectuer. Donc, on ne sait pas trop où va cet argent, si je peux me permettre, parce que je ne suis pas la seule à faire ce constat. Non, mais demandons la transparence. C'est de l'argent public, nous voulons qu'il soit tracé. Et aussi qu'on n'oublie pas que lorsqu'on met entre 4 et 8 000 euros par mois sur un enfant, si on avait mis autant pour soutenir la famille, peut-être que tout le monde irait beaucoup mieux. Oui, parce qu'avec un soutien à la parentalité, on peut éviter tous ces placements. C'est quand même 50% de placements injustifiés, placements abusifs.
collectif, puisqu'il y a des enfants qui ne sont pas du tout en danger chez leurs parents, mais les parents ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés. Donc il y a des groupes, il y a des professionnels qui font du soutien à la parentalité, des éducateurs en libéral ou éducatrices, ou d'autres professionnels aussi qui sont là, des psychologues, pourquoi pas, des psychothérapeutes, qui pourraient permettre que l'enfant reste à son domicile, donc chez le parent bienveillant et protecteur, ou chez les parents, parce qu'heureusement, ils ne sont pas tous non plus séparés ou divorcés. Et ça éviterait que les foyers soient surchargés, qu'il y ait cette violence, parce qu'en plus, un enfant protégé n'est pas un enfant placé n'est pas un enfant protégé. Non, parfois même, il n'a plus de droits. Vous savez, tous les points que nous pouvons développer, c'est quand il y a les enfants en plus qui ont des liens coupés avec leur famille élargie, qui en plus subissent des violences, voire des violences sexuelles. Oui, parce qu'on les mélange avec des gens qui sont vraiment dangereux. C'est parfois on intervient sur des suspicions auprès d'enfants qui n'allaient pas si mal que ça finalement, et puis on les met dans des environnements, ils vont aller beaucoup moins bien parce que en fait on n'a plus d'éducateurs, on n'a plus de psychologues, et puis qu'ils vont être mélangés à parfois des individus qui eux sont vraiment toxiques. Ouais. Vous avez des enfants en bas âge qui sont dans un groupe avec des jeunes qui ont 10-13 ans, qui subissent des violences sexuelles. Après, le parent va déposer plainte, bien sûr, quand il a cette information, puisqu'il y aura eu aussi des contrôles, parfois des contrôles médicaux. Ça se retourne contre le parent qui a dénoncé. Oui, on va lui reprocher de faire des procédures. Voilà, et il y aura des représailles, il y aura des menaces, et il y aura suspension des droits. Comment peut-on couper les liens, même si je sais qu'il y a des milliers de parents qui ne voient plus leurs enfants, et qui en plus après se transforment en changement de statut, puisque j'ai encore eu le cas récemment. C'est d'une violence extrême. Donc il faut vraiment remettre à plat tout ce système de la protection de l'enfance. Oui. Mais sur le plan national, c'est pas chaque département fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il l'entend. Non, nous on milite pour remettre en place un ministère et puis des méthodologies nationales, je pense. Voilà, parce qu'il n'y a pas de ministère existant pour l'instant, pour le moment en tout cas. Et il en faut vraiment un, c'est indispensable, c'est urgent, au vu de la situation nationale, voire internationale, mais déjà on va voir sur notre territoire. Et c'est vrai que là, c'est vraiment important qu'il y ait déjà que cette commission d'enquête puisse être, ça y est, elle est relancée maintenant, mais qu'il puisse y avoir des contrôles inopinés dans les structures d'accueil d'enfants placés et auprès des services. Ouais. Vous voyez, nous, on va nous demander, je dis nous parce que je ne suis pas la seule, mais jusqu'à la carte, même des fois d'identité, la carte professionnelle. Par contre, toutes ces personnes qui travaillent en protection de l'enfance, il y a quand même des cas, bien sûr, où il y a des personnes, il n'y a pas de souci, des professionnels, et heureusement, il y en a qui sont très engagés, qui sont respectueux, qui se battent pour que ça change dans leur... Il y a des gens très bien, il faut le dire. On tape dessus collectivement, mais on n'est pas contre les individus. Il faut quand même le savoir. Bien sûr. Moi, je rencontre des personnes plutôt aussi bienveillantes, à l'écoute, et bien sûr. Qui vont me contacter pour voir ce que moi j'en pense. On a un problème, c'est vraiment collectivement. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc là, il est important qu'il y ait des contrôles, qu'il y ait un organisme indépendant qui soit créé avec des équipes interdisciplinaires. Voilà, brassement des intervenants, tout à fait, c'est une de nos propositions aussi. Ouais. Et que sur chaque département, il puisse y avoir des équipes opérationnelles pour avoir des regards croisés sur chaque situation, déjà de signalement et d'informations préoccupantes. Tout commence là. Tout part de là. C'est cette partie-là qu'il faut professionnaliser parce que effectivement, si le signalement et la détection est bien faite, on envoie ensuite dans les processus suivants les enfants qui en ont véritablement besoin et on peut essayer de faire en sorte que ceux qui puissent ne pas y aller n'y aillent pas. Et donc là, tout le monde est gagnant. C'est vraiment cette partie-là qu'il faut, je pense aujourd'hui, regarder en premier. C'est important et il y a quand même sur chaque département des personnes qui sont très engagées. Bon, moi, je ne connais pas tout le monde, mais en tout cas, dans tous ceux que je rencontre. Et moi, je suis en train de créer du réseau avec justement des professionnels engagés et qui se reconnaîtront, parce que c'est sur différents départements, mais il n'y en a pas suffisamment. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas éducatrice, mais nous avons des fonctions communes avec les éducateurs et éducatrices qui exercent en libéral. C'est-à-dire que déjà, nous faisons de l'accompagnement global. D'accord. On va conseiller, aider, soutenir la famille, en fonction de chaque situation, bien sûr, c'est dès qu'on a tous les éléments. Voilà, en fin de compte, l'éducateur aura plus sa spécialisation pour la partie éducative de l'enfant, mais aussi pour aider les parents dans leur parentalité. Et moi, je vais être plus sur aussi de l'accompagnement, du soutien, et puis venir renforcer le principe du débat contradictoire. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction des rendez-vous où j'aurai été présente, moi, je fais mes constats aussi, mes analyses, et des propositions par rapport à chaque situation. Donc c'est aussi un travail que je fais avec des avocates depuis maintenant 9 ans,
On est sur une méthodologie de travail qui fonctionne plutôt bien, puisqu'on a des regards croisés. Donc, vous voyez, l'avocat a sa place, à son regard, et puis par rapport à la partie judiciaire. Et moi, j'ai ma partie terrain. Puisque ça apporte des informations complémentaires et puis avec un autre regard par rapport aussi aux parents, puisqu'il y a le côté émotionnel qui se comprend. Oui. Parce que quand ça touche vos propres enfants... On ne prend pas suffisamment attention à la souffrance des gens et tout à fait. Les interventions institutionnelles sont très brutales auprès des gens quand même. C'est très violent quand vous voyez les gendarmes qui arrivent sur votre lieu de travail ou à l'école et on dit on vient chercher vos enfants, vous ne reverrez pas vos parents. C'est inentendable, c'est inhumain. Et puis en plus, ça va vite dans un sens et lentement dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quand même... les retours sont étape par étape, alors que les prises se font en une seule fois. Oui, Donc oui. Très clairement, l'État remet en cause le système familial et parfois, comment dirais-je, on n'est plus dans la primauté biologique. Alors ça, c'est un débat qu'on avait avec des gens du Québec. Ils ont eu ça là-bas avec la loi 16, je crois. Oui. C'est la remise en cause de la primauté biologique et quelque part, on n'en est peut-être pas forcément encore là. Mais l'idée est sous-jacente, elle est défendue par certains et c'est intriguant quand même, Julien. Vous avez des services, des institutions, des professionnels qui parlent tout de suite du changement de projet de vie pour l'enfant. Donc c'est un changement de statut. Il faut le reconstruire. Et l'adoption. Oui. Et là... Attendez, il y a d'autres étapes déjà passées avant. Normalement, ils sont censés avec travailler la Commission européenne qui dit qu'une fois qu'on l'a pas vu durant 5 à 6 ans qu'il a été adopté, c'est plus notre enfant, c'est celui qu'on l'a pris après. Donc des jurisprudences qui se créent et effectivement, c'est embêtant. Ouais. Mais c'est horrifiant et c'est pour ça que là, les parents ont besoin d'être soutenus, accompagnés, aidés, même si chaque situation est différente. Mais les points communs, c'est quand les services de la protection de l'enfance interviennent au domicile familial. On leur demande. Il y a une schizophrénie étatique qui demande l'interventionnisme maximum alors qu'on n'a pas les moyens de le faire comme il faut. Donc on demande au département, ils disent mais c'est la loi, on nous impose de le faire. Mais en fait, après ils sont extrêmement intrusifs et on arrive, nous, dans le département, 1771, en France on a 9 milliards... et pour des résultats absolument lamentables d'ailleurs. En fin de compte, il faudrait revoir au niveau des évaluations de chaque situation dès qu'il y a un signalement. Puisqu'il n'y a pas de débat contradictoire, en fin de compte, sur une situation. Non, c'est vrai, mais il n'y a pas de contradictoire du tout. Mais il n'y a pas de contradictoire, voilà, c'est encore... malheureusement, c'est pire. Mais parce que dès qu'il y a cette évaluation, quand ils disent, nous venons au domicile, là, j'ai une situation en particulier où j'étais récemment, je me suis déplacée, les enfants étaient là, ils ont vécu un véritable interrogatoire. Et les enfants, ils étaient très mal, quoi. Et on leur pose des questions. Et si vous étiez placés, et puis après, quelles sont les règles chez vous ? Vous voyez, pour faire sortir aussi un peu, parler de violence, alors que non, ce n'était pas du tout le cas dans cette famille. Donc, il y a beaucoup à dire, en effet, par rapport aux constats de terrain qui sont effectués à tous les niveaux. Sylvie, on va continuer après l'émission, notamment avec la personne qu'on devait appeler avant. Mais là, il nous reste 1 minute à peu près. Déjà, comment est-ce qu'on vous trouve ? Donc, je suis joignable. Moreau, oui. Alors, au 06 23 26 69 45 ou contact.médiation sans accent, service avec un S, 49@gmail.com. Et puis association Thermoutis aussi, THERMOUTHIS.org. Oui, vous pouvez nous trouver aussi par rapport au site internet et sur mon portable, puisque c'est moi qui réceptionne tous les appels téléphoniques. Non, Sylvie Moreau, MOREAU. Voilà. Et puis écoutez... Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. On annonce aux auditeurs, donc là je vois qu'il y a une petite dizaine là sur les réseaux, il y aura plus de personnes qui regarderont. On va faire un enregistrement après pour répondre notamment aux questions du chat et du live et ce sera diffusé je pense plus tard dans quelques semaines. Mais pour ce soir et ce direct, merci à vous d'être venus et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Ne bougez pas d'être sur RLP. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.